moi je me présente, je suis Thierry Keller et je suis le directeur des rédactions, alors de la rédaction, mais comme je suis un peu snob, on dit des rédactions comme si on avait plein, de Uzbek Erika, qui est un média qui explore le futur. Comme on en a un tout petit peu parlé sur la magnifique terrasse qui est juste à côté de nous, je précise ce qu'est Uzbek Erika. Qui sont-ils? Vous avez peut-être des enfants qui passent le bac français cette année. Ce sont les personnages des lettres persanes de Montesquieu. Donc, c'est pas le Costa Rica et c'est pas l'Ouzbékistan. C'est comment peut-on être persan dans l'œuvre de jeunesse de Montesquieu, dont on fête aujourd'hui, cette année, en 2021, le 300e anniversaire, puisque Montesquieu a édité de façon anonyme et aux Pays-Bas, à l'époque, ses lettres persanes en 1721. Alors, je suis aussi heureux d'être là en présentiel. On se disait tout à l'heure que c'était, je crois, la première fois, en tout cas pour ce qui me concerne, que je ne suis pas chez moi devant mon ordinateur avec mon chat qui passe sur le clavier. Et pour animer une table ronde, en plus sur un sujet qui, chez Uzbek Erika, revient à un intervalle régulier. On va en parler tout à l'heure. Donc en présentiel pour un partenariat entre Uzbek Erika et donc la FFA. Et je crois que ça fait partie des petits sujets, en l'occurrence prospectifs, donc qui nous animent tous. C'est évidemment donc celui de se passer des complémentaires santé, celui de la fameuse grande sécu. Alors, pour avoir retrouvé quelques amis dans cet auditoire, je sais que vous êtes tous des super spécialistes de la question. Comment ça va se passer dans les prochaines minutes? On va d'abord faire ce petit jeu, donc je vais vous demander d'aller sur Internet et d'aller sur slido.com, slido.com, et nous allons jouer à un jeu qu'on appelle le jeu des fake news, et je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Ensuite, on va avoir cette conversation tous les quatre, enfin je vais vous poser des questions, mesdames, messieurs, mesdames, monsieur, et puis évidemment ensuite... on fera encore une fois, un peu comme dans le monde d'hier, on ne va pas dans le chat, mais on lève la main, mais en vrai, pour poser des questions à nos trois invités. Alors, pourquoi on a décidé de traiter ce sujet? Parce que c'est un sujet qui, comme je le disais, qui revient un peu comme un serpent de mer. C'est un sujet qui est bizarre, en tout cas pour nous, chez Uzbek Erika, c'est quelque chose qui est difficilement attrapable. C'est un sujet qui est à la fois très technique, en même temps très politique. Un sujet très technique parce que on est face à un système de santé qui est en tout cas assez complexe. Et je ne vous cache pas que pour un journaliste, c'est quasi incompréhensible. Un sujet très complexe. Et en même temps, c'est un sujet très, très politique parce que ça parle de la question sanitaire, ça parle de santé. Le sujet numéro 1 des 15-18 derniers mois. Et puis, un sujet qui est, en tout cas, le modèle social français, à commencer par le système de santé, est un modèle qui est ultra plébiscité par les Français dans toutes les enquêtes d'opinion. Ça revient toujours. Finalement, avec, je dirais, l'art de vivre et peut-être une certaine forme de relation distante à l'égard du fait religieux, clairement, le modèle social fait partie des piliers je vais utiliser un gros mot, excusez-moi par avance, de l'identité nationale française. Mieux vaut être à la retraite en France, mieux vaut être chômeur en France, mieux vaut être malade en France. Et toutes celles et tous ceux qui ont eu l'occasion de faire un tour du monde savent bien, quand ils reviennent en France, que c'est quand même mieux ici qu'ailleurs, ou en tout cas qu'on est dans un pays où quand un individu tombe, eh bien le collectif, quel qu'il soit et quelle que soit son incarnation, lui tend la main pour l'aider à se relever. Alors je le disais aussi, sujet extrêmement politique, cet enjeu autour des complémentaires santé, enjeu autour de la grande sécu, parce que
On ne sait jamais vraiment d'où il vient, par qui il est défendu, d'où le coup va venir. Est-ce qu'il va venir d'un Jean-Luc Mélenchon qui est pour nationaliser la Sécu? Est-ce qu'il va venir d'une Nicole Notat qui encore récemment a mis le sujet à l'ordre du jour? Est-ce qu'il vient du gouvernement? Est-ce qu'il vient de Macron? Est-ce qu'il vient des hauts fonctionnaires? Est-ce que ça vient de Bercy? Est-ce que ça vient du ministère de la Santé? Est-ce que c'est dans les cartons? Est-ce que c'est frémissant ou est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est pour après 2022 ou bien est-ce que dans le grand débat aujourd'hui sur la question de la réforme, eh bien, c'est quelque chose qui va sortir à nouveau du chapeau? En tout état de cause, les critiques, vous les connaissez par cœur, hein, autour des complémentaires, qu'on parle du secteur lucratif ou du non lucratif, elles sont récurrentes hein, sur ça coûte cher, sur les frais de gestion, sur la communication, sur à quoi servez-vous. Et finalement, quand on a rendu obligatoire la prise d'une mutuelle ou d'une assurance pour les salariés, est-ce qu'on n'était pas en train de préparer finalement le fameux guichet unique et la fameuse grande sécu? Alors, toutes ces questions, je vais vous les poser hein, à vous trois. Donc, Florence Lussmann, enchantée. Merci d'une certaine manière de nous accueillir, puisqu'on fait ça en partenariat. Mais enfin, c'est quand même, je vous le disais tout à l'heure un peu en off, mais c'est vous la boss de cette table ronde. Gérard Raymond. Gérard, enchanté, vous êtes le président de France Asso Santé. Et puis, Hélène Moore, vous êtes vice-présidente exécutive d'Ethifarm. Vous nous direz un petit peu ce que fait Ethifarm et vous nous donnerez l'œil, le regard d'un industriel de la pharma. Alors, j'oserais pas dire Big Pharma, évidemment. Hein. Mais en tout cas, voilà, entre la FFA, vous-même sur les usagers, les patients, et puis vous sur l'industrie, avoir un regard assez kaléidoscopique sur cet enjeu. Alors, je vous le disais, on va utiliser ce qu'on appelle un jeu des fake news. D'une certaine manière, même si nous sommes tous des individus extrêmement informés et qu'on sait faire la part entre ce qui relève de la vérité et de ce qui relève de la manipulation de la vérité, parfois on peut nous-mêmes tomber dans une certaine forme de... on peut tomber dans les pièges informationnels qui nous sont tendus. On va donc tenter de tordre le cou à certaines idées reçues. Et donc, je vais vous poser des questions. Vous allez répondre vrai ou faux en votant. Et puis, on va rapidement tenter d'expliciter certaines de vos réponses. Alors, vous allez sur slido.com. Le code, c'est FFA, en majuscule. Si c'est bon pour tout le monde. Tac, j'y vais moi-même. Get ready, 19 users. C'est pas mal, mais c'est moins que le nombre que vous êtes dans cette salle. Alors, j'ai pas d'oreillette, mais j'ai ma camarade Florie de Bayeux, sans qui, une fois de plus, je ne serais rien. Florie, join. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On peut voter? Ça y est. Ah, voilà. Super. Alors, première question. Il y en a 5 en tout, hein, ça va aller vite. Afin de lutter contre la précarité, un groupement d'associations milite pour que les courses alimentaires soient payables directement par carte vitale avec un plafond mensuel. Vrai ou faux? On reconnaît bien là les fantasmes de certains des journalistes d'Uzbek Erika qui militent pour une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, vrai ou faux? Bon, moi je vote. Hein. Sent. Voilà, je laisse quelques secondes. J'ai l'impression d'être un huissier à l'Eurovision. Alors, la réponse était... Ah, intéressant. Alors, vous dites faux à 73%, c'était vrai. C'est pas un système qui existe. Hein. C'est, comme je vous le disais, ça vient directement du cerveau gauchiste des journalistes d'Uzbek Erika. Il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'on est filmé quand même. Hein. Je vous rassure, on n'est pas un journal de gauchiste. En tout cas, tant que je suis là. D'accord ? Tout va bien se passer.
Donc c'est effectivement vrai. Je vous invite à aller sur un merveilleux article qu'un de nos merveilleux journalistes a rédigé. Et si on crée une sécurité sociale de l'alimentation, et on verra qu'il y a des projets dans certains cartons, plutôt d'ONG, plutôt associatifs, qui militent précisément pour qu'on mette en place une sécurité sociale de l'alimentation. Je vous laisse voir les détails, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est en train d'être pensé, et c'est un sujet qu'on a traité à l'automne dernier, quand on parlait des grandes idées ou des petites innovations qui sortaient post-Covid. Alors on était encore beaucoup dans le Covid. J'espère qu'on va vraiment en sortir, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses que nous, en tout cas chez Uzbek Erika, on aime traiter comme des petites utopies concrètes. On pourrait y revenir. Deuxième question. Parmi les moins de 35 ans, plus d'une personne sur 10 n'a pas de mutuelle santé, vrai ou faux? Hop, je vote moi-même. Vous avez le droit de voter aussi, tous les trois. Hein. Vous n'avez pas de téléphone? Vous êtes formidables. Non, vraiment. Voilà, donc Sent. Oui, c'est vrai. 87%. Voilà, tout à coup, on vous sent plus à l'aise sur ce domaine. Oui, effectivement. Donc ça, c'est selon une étude récente de l'adresse, la direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques. 5% de la population n'aurait pas encore souscrit de complémentaires santé, soit environ 3 millions de Français, et évidemment particulièrement dans la jeunesse. Troisième question. Le coût d'une assurance santé pour une personne de 40 ans vivant à New York est d'environ 569 $ par mois, alors qu'un Français seul dépense en moyenne 40 € par mois pour une mutuelle santé. Vrai ou faux? Ouais, j'ai un peu donné la réponse tout à l'heure, si vous ne la saviez pas par vous-même. Comment dire? Le welfare state, c'était sous Roosevelt, hein. C'est pas récent finalement. Donc, vrai ou faux? C'est effectivement vrai, on ne va pas y revenir. En dépit du Medicaid ou du système Medicare, le salarié ou l'Américain est encore très dépendant de l'individualisation de son rapport à la prévention et à la santé. Quatrième question, les complémentaires santé sont-elles autant taxées en Allemagne qu'en France? Alors en fait, la vraie question, c'est les complémentaires santé sont autant taxés en Allemagne qu'en France? Vrai ou faux? On va commencer à rentrer dans le vif du sujet parce que, comment dire, les complémentaires santé sont quand même largement considérés dans notre pays à nous comme, si j'utilise le terme vache à lait, on va dire que je suis partial, mais comme des contributeurs à l'intérêt général, et de plus en plus, évidemment. Donc c'était effectivement faux. En France, l'assurance santé est taxée entre 13 et 20%, surtout depuis une période récente, évidemment, loin devant nos voisins européens. En Italie, les taxes sont limitées à 2,5%. En Espagne, elles sont inférieures à 1%. Et en Allemagne, il n'y en a pas. Comme ça, c'est aussi simple. Et donc, ça fait partie du nœud du débat qui va nous intéresser dans quelques secondes. Mais néanmoins, j'ai une dernière question à vous soumettre. Depuis 2019, l'organisme de santé Vista propose à ses clients de revendre l'intégralité de leurs données de santé pour financer jusqu'à un tiers de leurs dépenses médicales. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques secondes. Alors là, on est sur à peu près du 50-50, on est sur du 57-43. La réponse c'était faux. C'était faux, on n'en est pas encore là, hein, mais justement la question des données personnelles est, comme je le disais, au cœur de nos débats, et on va y venir immédiatement. Pardon? C'est illégal. Pour l'instant, c'est illégal, mais il y a souvent des expérimentations, vous savez, avant que les choses soient légales. Mais je vous propose que vous preniez le micro, parce que vous savez qu'on est filmé. Et ah, mais on en parlera après. Finished. Well done, Thierry Keller. Oui,
C'est vrai, j'ai eu 5 sur 5, mais je connaissais les réponses et elles étaient sur mes feuilles. Je ne sais pas ce que j'aurais voté si je n'avais pas été au courant. Alors, entrons dans le vif du sujet. On a décidé de diviser en trois grandes thématiques. La question d'abord, évidemment, de répondre frontalement à la question sur la grande sécu, puis sur la question de la santé globale, puisque la santé, ce n'est pas seulement être en bonne santé. Hein, on a découvert dans le grand public, pas vous évidemment, mais bien récemment que la santé pouvait avoir une acception extrêmement globale. Et puis j'aimerais bien qu'on s'intéresse, si on a le temps, dans une troisième partie, à la question de l'innovation, notamment l'innovation technologique. Florence, peut-être que c'est à vous que je vais donner le micro, déjà parce que je parle beaucoup trop, immédiatement. Quand on parle de grande sécu, immédiatement, qu'est-ce que vous vous dites quand on est à la tête, comme vous, de la Fédération française de l'assurance? J'imagine que ce n'est pas quelque chose qui vous sied. Je vais vous laisser en décider. Hein. Déjà, moi, je suis très content de ma complémentaire, personnellement. C'est bien. Alors, le premier impact, c'est déjà un gigantesque trou. Parce que comme vous avez posé la question tout à l'heure, donc effectivement, les complémentaires santé sont très lourdement et honteusement chargés de taxes en France. Et ces taxes, eh bien, elles rapportent 11 milliards d'euros chaque année à l'État. Donc s'il n'y a plus de complémentaires santé, déjà on creuse encore un peu plus le déficit de la sécurité sociale. Je ne sais pas si elle en a besoin. Alors sinon, le système de santé, il est confronté pour moi à 4 grands défis aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ce que nous, les assureurs privés, ont fait pour essayer de répondre partiellement, évidemment, à ces enjeux. Puis comme ça, vous déciderez si finalement c'est utile ou non de nous conserver. Alors, le premier enjeu pour moi, c'est l'inégalité de l'accès aux soins. Ça, c'est absolument terrible. Les Français sont totalement inégaux devant l'accès à la santé. Inégaux pour des raisons financières. Et là, nous, avec nos contrats, on permet de diminuer le reste à charge. Et comme on diminue le reste à charge, on lutte contre le renoncement aux soins qui a d'énormes conséquences. Ce qui veut dire que les pathologies s'aggravent, par exemple. Il y a aussi des inégalités territoriales. Et là, on a mis en place des solutions, comme des solutions de télémédecine pour pallier ces déserts médicaux. Et puis, il y a aussi des territoires, alors pas les déserts médicaux, plutôt dans les grandes villes, où si on veut avoir le libre choix de son professionnel de santé, mais il y a plein de professionnels de santé, à Paris par exemple, mais pas seulement, qui font des dépassements d'honoraires. Les dépassements d'honoraires, ils sont pris en charge par les complémentaires santé. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Je ne sais pas ce que devient la médecine libérale avec dépassement dans la grande sécu. Alors, le deuxième... C'est une bonne question. Il y a des médecins dans la salle, peut-être, non? Pas de médecins. Donc, par exemple, s'il y a un problème, faut carrément appeler les secours, quoi. Non, il n'est pas venu. Et je vous en prie, continuez. Le deuxième défi, pour moi, c'est... le caractère totalement opaque et fractionné des parcours de soins. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut dire qu'il existe des parcours de soins dans notre pays. Et ça, c'est très difficile à vivre pour les patients ou les futurs patients. Alors, je vais vous prendre juste un exemple. Vous avez besoin d'une hospitalisation. Alors, comment est-ce que nous, complémentaires santé, on peut vous aider? D'abord, si vous vous posez des questions sur l'opportunité de l'intervention chirurgicale qu'on vous recommande, nous, on peut vous proposer un deuxième avis médical pour vous conforter ou pas, d'ailleurs, dans ce que votre médecin vous recommande. Après, on peut vous aider à trouver un établissement de soins. On peut vous aider dans les démarches administratives, parce que tout ça est très, très compliqué. Puis en plus, vous n'êtes pas très bien, vous êtes déjà malade, a priori, donc on vous aide. Après, quand vous êtes hospitalisé, on va rembourser la chambre individuelle, on va vous rembourser le forfait journalier. Et puis surtout, on va s'occuper de votre sortie, comment vous accompagner, comment évidemment vous transporter, mais surtout, le cas échéant, vous fournir des aides à domicile, parce que maintenant, et c'est normal, on sort beaucoup plus vite de l'hôpital, mais ce n'est pas pour autant qu'on est complètement autonome. Et ça, l'accompagnement, c'est vraiment le métier des assureurs. C'est ce qu'ils font, par exemple, quand vous êtes à l'autre bout du monde, vous ne vous sentez pas bien, vous n'appelez pas la Sécu, vous appelez votre assureur. Et c'est lui qui vous donne les bons conseils. Ça dépend à quelle heure il est.
Ah non, mais quelle que soit l'heure, de toute façon, les assisteurs, ils répondent H24, 365 jours par an. Après, le troisième défi, c'est l'inefficience de nos dépenses de santé. On dépense beaucoup d'argent, mais je pense qu'on pourrait avoir un résultat bien meilleur. Alors là, nous, notre contribution, sur les champs qui nous sont laissés, parce qu'ils sont un peu réduits, mais si je pense à l'optique, au dentaire ou aux prothèses auditives, eh bien, vous savez qu'on a développé des réseaux de soins. Et ces réseaux, ils sont très importants parce qu'ils mettent la qualité au meilleur prix et pour le plus grand nombre, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais 96% des Français sont couverts par une complémentaire santé. Donc un impact vraiment très important sur l'accessibilité, et encore une fois, l'accessibilité à des services de qualité. Et puis, le dernier défi, pour moi, c'est la prévention. La prévention, c'est vraiment le grand absent de nos politiques de santé en France. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'est vraiment pas bon. On est 9e en Europe sur un critère qui est pourtant très important, qui est l'espérance de vie, mais en bonne santé. Et là, on est 9e. Donc, on a vraiment des progrès à faire. Et là, finalement, je voudrais juste vous faire prendre conscience du fait que, via la complémentaire santé, eh bien, nous sommes acteurs de la prévention. Par exemple, quand vous vous soignez les dents régulièrement, eh bien, ça veut dire que quand vous allez vieillir, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un dentier. C'est très embêtant d'avoir un dentier quand on vieillit, parce qu'en général, on maigrit, le dentier ne tient plus, donc on ne peut plus manger que de la soupe et des bouillies. Donc on maigrit, on devient de plus en plus fragile et on devient dépendant, on chute, on tombe et finalement ça précipite l'entrée dans la dépendance. Donc vous voyez, c'était un exemple très très concret, mais tout ce qu'on finance, alors dans ces soins-là, mais pas seulement, les bilans de santé par exemple aussi, eh bien ce sont autant d'actions très très concrètes qui permettent de maintenir le capital santé. Et si je pouvais résumer juste en quelques mots, notre métier à nous, c'est de faire prospérer, fructifier le capital santé des Français. Une réponse assez nette. Après, vous choisissez. J'ai une question, mais je vais vous la poser, Gérard Raymond. Bon, vous incarnez et vous représentez ici nous tous, j'allais dire 67 millions de Français. Oui. Mais je ne sais pas si vous saurez répondre à cette question, mais pourquoi ça revient, ce débat, tout le temps? Pourquoi la grande sécu? Pourquoi on s'en prend, ou on veut s'en prendre? C'est quoi? C'est pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de coût, parce qu'il y a des jalousies? C'est quoi l'histoire? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... Mais vous l'avez dit, c'est dans notre système social. En 1945, on a voulu créer un organisme qui permettait à chacun de pouvoir cotiser en fonction de ses moyens et de recevoir en fonction de ses besoins. Et c'était dans une grande générosité, c'était les travailleurs, puis petit à petit, effectivement, on l'a développé. Et ce système-là, il est dans l'ADN des Français. Permettez-moi, madame, de vous dire que 95% des Français ne sont pas couverts par une complémentaire. Ils sont couverts par l'assurance maladie obligatoire. Et que 95% des Français ont une complémentaire pour finir. Ce n'est pas la même chose. Donc, je pense Pardon, que... vous voulez dire que 95% des assurés ont une complémentaire, oui, mais qu'il y a des gens qui échappent à l'assurance, enfin qui échappent à la Sécu. Mais ils n'échappent pas à la Sécu, ils sont assurés par la Sécu d'abord. Alors, le plus gros juste soin, sur ce chiffre. Le plus gros soin, ils sont tous aujourd'hui, on est tous assurés par la Sécu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un peu la MSA, et puis c'est tout. Toutes les autres ont rejoint, y compris les artisans, ont rejoint la Sécu. Je n'aime pas la Sécu, je préfère parler de l'assurance maladie. Mais bon, donc on voit bien, donc c'est quand même là qui assure le plus. Et donc vous apportez un complément qui coûte quand même, qu'il faut payer. Donc c'est une chose. Alors je vais être peut-être le seul à défendre l'assurance maladie, mais tant pis. Je pense que ce système-là, les Français y tiennent profondément. Parce qu'ils le considèrent encore généreux, solidaire, et qu'effectivement, il fait partie de... Néanmoins, nous-mêmes, les premiers, dans le cadre de ce que nous représentons, les usagers de la santé, et donc, effectivement,
une meilleure qualité de soins, une meilleure prise en charge, etc. Nous constatons aujourd'hui et tous les jours que ce système-là, de la peine à répondre aux attentes et aux besoins d'une société, a du mal à répondre effectivement à l'évolution de notre société, aux fractures sociales, aux fractures économiques, etc., etc. Et donc, on voit bien que les plus pauvres payent plus que les plus riches, qu'une bonne partie, vous l'avez dit, que ce soit des jeunes ou que ce soit les plus pauvres, ne peuvent pas avoir d'assurance complémentaire pour pouvoir avoir les mêmes soins de qualité que d'autres. Et on a aussi, effectivement, vous l'avez dit, des déserts médicaux, des dépassements d'honoraires, etc., qui grèvent, et des refus de soins, ou tout au moins de la part des personnes qui ne veulent pas se soigner parce que ça coûte trop cher et que le prix des restes à charge de plus en plus élevé, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. Et donc on voit bien que ce système-là de la peine a véritablement remplir sa mission et son objectif, c'est de prendre en charge, j'aime pas le mot, mais c'est d'aider 100% des Français face à leurs soins, à leurs attentes et à leurs besoins de soins et de santé. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est comment, malgré les réformes, malgré toute la bonne détermination que vous pouvez avoir, on n'arrive pas véritablement à pouvoir assurer tout le monde d'un soin de qualité. Certes, l'assurance maladie a ses propres défauts, mais je trouve qu'aussi l'assurance complémentaire a aussi quand même à se regarder en face aujourd'hui comment on peut faire. D'ailleurs, moi, puisqu'on est là pour parler entre nous, je trouve assez intéressant quand vous parlez de prévention. Moi, je préférerais dire qu'on a un problème de sémantique dans ce pays. On parle de l'assurance maladie. Moi, je préférerais parler de l'assurance santé. Parce qu'à ce jour, c'est quand même l'assurance maladie qui développe des programmes de santé. MTDAN, c'est quand même l'assurance maladie. Le programme SOFIA, c'est quand même l'assurance maladie qui fait de la prévention. Voilà. Et on parle de complémentaire santé, mais vous allez me dire qu'effectivement, je me trompe, mais vous assurez des soins. Donc vous seriez peut-être du complémentaire de soins, pas forcément de santé. Donc je crois qu'on a certainement aujourd'hui à recomposer un petit peu ce système extrêmement compliqué, y compris d'ailleurs dans l'organisation des soins, et des acteurs de l'organisation des soins, et ce système aussi extrêmement compliqué dans le financement, évidemment, de ces soins, que ce soit donc l'assurance obligatoire. On est quand même arrivé à une assurance obligatoire, à une assurance complémentaire obligatoire et une assurance complémentaire non obligatoire. On aime bien quand même un petit peu se creuser la main pour un constat, le nôtre, qui est un constat d'échec. Puisqu'on a quand même une frange de plus en plus grande aujourd'hui de personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux soins quand ils en ont besoin. Et ça c'est quand même préoccupant aujourd'hui. Les causes sont diverses, c'est préoccupant. Donc, alors vous me dites, ça revient. Ben oui, ça revient toujours, parce que c'est acté, ancré dans l'ADN des Français, et puis on a quand même quelques échéances politiques, il faudrait quand même aussi les regarder, qui arrivent là, dans quelques temps, et on voit bien que ce problème-là avait été déjà mis sur la table en 2017, par un candidat dont on sait ce qu'il est devenu, avec le risque fort et le risque faible. Et donc, on voit bien que ça avait quand même passablement, d'ailleurs, remué. Et je pense qu'effectivement, pourquoi ça revient aujourd'hui? Tout simplement parce que, en tenant compte aussi de l'actualité, on vient de passer quand même 18 mois, où on n'a parlé que de ça, où quand même, et là je parle de notre système social, a été quand même remarquable. Enfin, on a été le seul pays au monde qui a permis à un salarié de télécharger son arrêt de travail sur amidi.com et de s'arrêter et d'être continué à être payé. Si ça, c'est pas de la générosité, ben, je veux bien qu'on critique. En France, on aime bien critiquer. Mais voilà. Tout n'a pas été parfait, mais enfin quand même. Donc, on voit bien que quand même, c'est l'assurance maladie
qui a fait ça. Donc c'est la générosité de notre système qui a mis ça en place. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui ça revienne, parce qu'on sort d'une crise sanitaire, mais aussi sociale, il faudra bien payer, quand même, je suis d'accord avec vous, il faudra bien payer. On a des échéances politiques, et donc effectivement, on aura ce débat-là avec les politiques. Soyez tranquilles. Je ne défends pas l'assurance maladie universelle en disant il faut que les assureurs complémentaires soient éliminés, etc., etc. Je ne le pense pas. Absorbé. Absorbés, voilà, oui. Ouais. Vous pourriez devenir des fonctionnaires, oui, pourquoi pas, après tout. Ça vous tente? Je ne le pense pas du tout. Mais je pense qu'il y a une redistribution des cartes à mener. Et qu'on doit évidemment avoir un peu plus de transparence, y compris dans le rôle des uns par rapport aux autres. Très rapidement, justement, avant de vous donner la parole, Hélène, ce serait quoi une clarification du système en deux... Alors, je vais vous demander en une minute un effort de pédagogie intense. Comment on clarifie tout ça au bénéfice de l'utilisateur final, alors, le je patient? pense qu'une première chose de clarification, c'est que nous, on aimerait bien, on l'a toujours demandé, on aime bien avoir des recommandations ou des réclamations un peu utopistes, c'est de pouvoir comparer les contrats d'assurance des uns par rapport aux autres. Voilà. Alors, je veux bien que, quand on est dans un monde libéral, il y ait une spécificité, un avantage, mais vous le savez très bien, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, c'est impossible. Un citoyen français est incapable de pouvoir comparer son contrat d'assurance d'un assureur par rapport à un autre. Certains seront un peu plus performants sur les dents, d'autres un peu plus performants sur les yeux, d'autres un peu plus performants sur autre chose. Enfin, c'est très difficile de pouvoir comparer. On a toujours demandé à essayer d'avoir une base qui soit à peu près la même pour tout le monde, et ensuite, et bien évidemment, chacun sa spécificité, à vous de vous débrouiller. Ça, on n'arrive pas. Donc ça, c'est très compliqué. On a aussi quand même une transparence. Vous parlez de la prévention. Moi, j'aimerais bien qu'on ait dans ce pays une vraie politique de prévention, mais une vraie politique de l'éducation à la santé, c'est-à-dire tout au long des âges, du plus jeune jusqu'au plus vieux, avec une éducation à la santé, que chaque citoyen puisse avoir connaissance de son capital santé et la possibilité de pouvoir conserver son capital santé. Et là, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un champ qui doit s'ouvrir pour les assurances complémentaires. Santé, pas soin, santé. Et donc, on voit là aussi. Donc, bon, on ne va pas régler le problème ni ce soir, ni demain. Ah si. Oui, oui. Ben, on est là pour ça. On risque de rester un peu de temps parce qu'il faudra inviter d'autres personnes quand même. Parce que, mais moi, je vous trouve tous les trois très compétents. Mais il y a certainement aujourd'hui, et peut-être l'occasion est là, cette crise, l'évolution de la société, le numérique en santé, etc., etc. Il y a bien d'autres éléments qu'il faut qu'effectivement, la première des choses à faire, c'est de tous remettre un petit peu en cause, y compris les citoyens d'ailleurs, sincèrement. Et les structures que je représente, que l'État aussi réfléchisse, mais aussi, vous, les assureurs, que vous réfléchissez aussi comment on peut effectivement faire en sorte que ce système de santé qui a été, vous l'avez dit, et qui est encore regardé avec des yeux de chimène par d'autres pays, ne continue pas à se fracturer comme il se fracture à l'heure actuelle. Alors, vous me donnez l'occasion de vous poser la question, Hélène, d'autres pays, donc vous avez beaucoup travaillé au Canada, vous êtes canadienne vous-même, je crois. Avant toute chose, quel regard vous portez sur le système français? Est-ce que vous avez les yeux de chimène pour notre système? Ou est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette complexité? En fait, je pense que je peux répondre à votre question en utilisant deux casquettes. Oui. Il y a la casquette Hélène qui travaille chez Etipharm, qui est une industrielle qui a une expérience de plusieurs années en faisant du commercial pour des labos. Puis il y a la casquette mère de famille qui vit en France depuis 4 ans. En fait, il y a beaucoup de parallèles entre ce qu'on voit en France et ce qu'on a au Canada. Première des choses, le principe numéro 1, l'accès universel aux soins de santé.
Ça fait partie aussi de notre ADN au Canada. On est reconnu pour ça. Les gens viennent vivre au Canada et beaucoup mentionnent ça comme étant un des critères de leur décision pour venir vivre au Canada. Et on en est fiers. Par contre, ça se décline un peu différemment. La place des mutuelles, la place des compagnies d'assurance, elle est très importante au Canada. En fait, si on est une personne qui est soit un enfant, une personne âgée ou une personne assistée sociale ou un chômeur au Canada, on bénéficie d'un remboursement total et complet de tous nos soins de santé, comme les Français en fait, comme tous les Français. Mais si on est dans la population active, ce n'est pas le cas. On bénéficie d'un accès universel. On peut aller voir un médecin, on peut être hospitalisé sans avoir à débourser. Par contre, sur certains sujets, sur certains produits, certains services, on doit payer. Donc, on doit aller chercher une assurance. Et on travaille avec l'employeur pour ce faire. Ce qui fait en sorte que, et là je le réalise depuis que j'ai été invitée sur ce, c'est sûr que j'ai lu un peu, j'ai essayé de voir un peu dans ma tête comment les différences et quelles sont les similitudes, quelles sont les différences. Et une des différences, en fait, c'est la façon dont ça se décline au Canada, c'est que les payeurs de taxes et les gens qui contribuent, la population active, en fait, bénéficient moins de la couverture gouvernementale et contribuent plus à leur propre soins de santé, ce qui peut amener en fait une égalité. Donc, on paye un peu pour les gens qui sont démunis, pour les chômeurs, pour les enfants, pour les personnes âgées. La population active va payer plus pour ces gens-là, mais donc ça se décline un peu différemment. Ici, en France, quand on est arrivé, on était très surpris de voir que c'était beaucoup plus... L'accès est beaucoup plus généralisé et la complémentaire, elle est obligatoire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas la même chose. C'est pas obligatoire d'avoir une complémentaire. Donc, c'est totalement différent. Et je dirais qu'il n'y a pas de solution parfaite, c'est certain. Mais dans tous les cas de figure, en France, il y a peut-être une certaine complexité reliée au système qui est en place, qui fait en sorte que les contribuables et les citoyens comprennent mal des fois pourquoi ils payent. En fait, en tant que représentant du côté plus innovateur de l'industriel, la place des mutuelles et des compagnies d'assurance, elle est très importante. Et on va parler un petit peu plus, Thierry, de l'innovation, oui, bien sûr. je pense. Moi, c'est la question que je voulais vous poser ouais. aussi. C'est en tant que représentante d'Etifarm, ouais. Est-ce que vous avez une religion sur la question? Est-ce que vous êtes neutre? Est-ce que ça influe sur votre façon d'innover? Ouais. Et là encore aussi de vous adresser à l'utilisateur final qui est de fait le malade, en l'occurrence avec des pathologies qui sont un peu spécifiques de celles que vous adressez. En fait, on n'a pas une religion pour dire nous, on aimerait ce scénario ou ce scénario. Pas du tout. En fait, les industriels, nous, on développe des solutions, des médicaments qui sont offerts à la population. Et l'objectif, c'est de travailler avec les entités qui remboursent ces médicaments-là pour que, en fait, la solution qu'on a développée, qui a pris tant de temps à développer, puisse se retrouver dans les mains des patients, en bout de ligne. Gérard parlait d'inégalité de l'accès aux soins. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous soucie dès lors que les solutions que vous proposez ont forcément un coût, avec forcément de votre côté d'industriel un coût de R&D qui est très important et qui est répercuté, quelqu'un doit bien le payer, ce coût de R&D. Oui, quelqu'un doit bien le payer, ça c'est vrai. Ça fait partie de l'équation, en fait, puisque s'il n'y avait aucune innovation, on serait encore sur la pénicilline de première génération. Il n'y aurait pas nécessairement de vaccin pour la COVID. Donc, il y a un coût relié à l'innovation, ça c'est certain, et quelqu'un doit le payer. Les labos, c'est des entreprises à but lucratif, donc on ne se le cache pas. Si c'était l'État qui développait tous les médicaments, ce serait une autre paire de manches, mais là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est l'acte 2 de notre table ronde. Ce sera pour un autre voilà, jour. C'est peut-être un autre sujet. En fonction de qui sera élu en 2022, on verra si l'État stratège se développe. Ouais. Mais je vous en prie, continuons. En termes d'innovation, ça m'intéresse de savoir comment, finalement, face à un système qui est le système français tel que vous l'avez réellement découvert depuis 4 ans, comment vous situez
par rapport à ce système. Et est-ce que, en gros, l'État, au sens où on l'entend, l'État un peu léviathan, comme on dit chez nous, influe sur votre façon d'innover? Et est-ce qu'il y a des freins à l'innovation? Des freins, je ne sais pas, mais l'État, c'est notre premier interlocuteur, en fait. Parce que là, aujourd'hui, on parle d'argent, on parle de mutuelle, on parle de remboursement des soins. Mais en amont du remboursement, il faut s'assurer que ces produits-là qu'on développe, ils sont entérinés par les autorités de santé pour dire oui, ce produit, il est sécuritaire, il est efficace et représente un coût-bénéfice qui est intéressant pour notre population. Donc, notre premier interlocuteur, c'est le gouvernement, ce sont les régulateurs avec qui on travaille pour déposer des dossiers de remboursement. Et vous savez, sur 10 000 molécules qui sont en screening pour un labo, il y en a une qui va finir dans les mains des patients. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est le premier critère de mise à disposition d'une solution de soins de santé. Donc, avant même de parler d'argent ou de remboursement, on parle de sécurité, toujours. Et on commence notre discussion avec l'État. Et quand le produit est approuvé, et ça c'est vrai en France, c'est vrai partout au Canada, en Amérique du Nord, le produit doit être approuvé avant et après, on parle de prix et on parle de remboursement. Et le prix va différer d'un pays à l'autre, tout dépendant des discussions qu'on a avec les payeurs. Donc en France, en général, le prix des médicaments est souvent plus bas en fait que partout ailleurs en Europe. Et c'est la raison pour... oui, donc, et les États membres et même des pays d'autres continents vont référer les prix de certains pays européens pour prendre des décisions sur les prix qui sont acceptés dans d'autres pays. Donc, il y a une certaine cohérence qui est là par rapport à la séquence d'événements pour un industriel quant au développement d'une solution qui, en tout premier lieu, la première chose à laquelle on réfléchit, c'est est-ce que ce produit-là est assez sécuritaire pour être accepté par les gouvernements et pour être dans les mains de nos patients? Et si ça passe, après ça, on parle de remboursement, on parle de prix. Voilà. Alors, on tourne, c'est un peu le deuxième volet de notre conversation, on tourne autour de la question santé, soins, remboursement. Qu'est-ce qu'on rembourse? Est-ce qu'on rembourse quand on est malade ou on parle de prévention? J'aimerais un peu vous entendre tous les trois sur la question un terme aussi qui est apparu un peu comme ça, qui a surgi dans le débat public il y a à peine quelques années, c'est la question du bien-être, le bien-être global. On dit souvent qu'en France, on ne s'intéresse à la santé que quand les gens sont malades. Est-ce que ce débat qu'on a autour des complémentaires, des compagnies d'assurance, hein, comme vous le dites, hein, versus l'assurance maladie, l'assurance santé, faudrait-il le dire, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être davantage adressé par les grands acteurs de la santé? Et est-ce qu'on doit changer notre manière de voir la santé, de la voir de manière beaucoup plus globale en termes de santé psychique, de prévention, bref, d'élargir le spectre finalement? Quel est votre sentiment, peut-être Florence, du point de vue, vous, de moi, je crois qu'un de l'acteur privé? Un bon système de santé, c'est un système qui va mettre l'humain, la personne, je ne dis pas le patient, parce que heureusement, les humains, ils ne sont pas tout le temps malades, et même la majeure partie du temps, quand ils ont un peu de chance, ils ne sont pas malades. Même si je me permets de dire qu'on élargit aussi le spectre de la maladie, les maladies professionnelles, le burn-out. Je vais en parler, justement. Bien sûr. Donc c'est effectivement, pour moi, il faut mettre au centre l'humain, la personne, éventuellement son aidant aussi. Il ne faut jamais oublier qu'on a 4 millions de héros du quotidien qui sont les aidants, et pas seulement auprès des personnes dépendantes, mais aussi auprès de personnes qui sont malades. Hein. Donc, et regardez finalement tous les épisodes de vie que cette personne ou ces personnes vont traverser, et c'est ça qu'il faut adresser. Et c'est, alors, désolée, je reviens sur le rôle des complémentaires santé, mais pour moi, justement, la sécurité sociale, alors à part, je suis d'accord, les grandes campagnes de primo-prévention sur un certain nombre de maladies, mais moi, la Sécu, elle me connaît quand je fais de la consommation médicale. Moi, mon assureur santé, c'est quelqu'un qui me propose tout au long de la vie, et que ce soit dans des contrats individuels qui sont comparables, hein, je vous répondrai tout à l'heure,
ou que ce soit dans les contrats d'entreprise qui représentent quand même la moitié du marché de l'assurance maladie complémentaire. Justement, monsieur, ce qu'on cherche, c'est à être différencié, à répondre. Nous, on n'est pas comme la Sécu. La Sécu, elle régule l'offre, comme ça, elle ferme le robinet, on ne peut plus consommer, et bon, ça limite un peu ses déficits. Nous, on a des clients, on a des assurés, on a des personnes, on est un secteur concurrentiel, donc évidemment, tous les assureurs rivalisent, si je puis dire, pour offrir les meilleurs services au meilleur prix, parce que comme c'est concurrentiel, ça tire les prix vers le bas, mais pour se différencier. Et du coup, il y a une foultitude de services qui sont proposés par les assureurs et pas du tout par la sécurité sociale. Mais elle ne peut pas le faire, ça. Ben, je dis pas qu'elle Parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a elle pas ne sait la elle n'a culture. pas- non, elle voit une seule tête. Les garanties sont les mêmes pour vous, pour moi, et pour toutes les personnes du panel et pour toutes les personnes qui sont dans la salle. Nous, donc, on est très différents. Et si je prends l'exemple des contrats d'entreprise, l'entreprise, c'est un superbe territoire de santé. Parce que les gens y restent un certain temps, parce qu'on peut faire passer des campagnes de prévention, on peut faire des bilans, on fait de l'aide aux aidants, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont aussi aidants, aidants de leurs aînés, par exemple. On fait du coaching en nutrition. Bon, il y a un gros problème d'obésité en France, pas que dans notre pays, mais les messages de nutrition passent très bien dans l'entreprise. On fait du coaching psychologique. Vous avez vu qu'on offre maintenant toutes les complémentaires santé, 4 séances chez le psychologue, parce qu'on a bien vu la détresse. Donc, on essaye de coller aux besoins. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais il ne faut pas nous demander d'être unanimement comparables, alors que justement, les salariés d'un groupe du BTP, ils n'ont pas les mêmes maladies professionnelles, ils n'ont pas les mêmes besoins que les salariés de la banque. Donc le contrat d'entreprise, le contrat maladie d'entreprise qu'on va proposer à une entreprise du BTP, qui va être négocié par la RH avec les représentants du personnel, etc., il vise justement à coller aux besoins d'une population déterminée. Et quand on est sur l'assurance individuelle, donc l'autre moitié, je vous rassure, monsieur, on a pris l'engagement de lisibilité des contrats, et maintenant, je crois que c'est 28 situations pratiques de remboursement de soins qui sont affichées par les complémentaires santé. Donc là, il y a quand même 28 situations, et vous savez, vous pouvez tous comparer. Mais la richesse de la complémentaire santé, c'est de vous offrir le choix, parce que si vous êtes une famille avec beaucoup d'enfants, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous ne cherchez pas les mêmes garanties, les mêmes niveaux de remboursement que si vous êtes un senior. Donc effectivement, il y a un socle de base qui est le socle de la sécurité sociale. Et moi, je ne veux pas la disparition de la sécurité sociale, je vous rassure. Mais en revanche, je pense que nous, on est là pour élargir l'offre, pour mieux coller aux besoins. Puis on a quand même un petit avantage pour les générations futures, une émission que j'aime bien chez vous, c'est que nous, on ne reporte pas le coût sur les générations futures. Nous, réglementairement, on est obligatoirement équilibré. Et ça, pour les générations à venir, c'est peut-être pas mal non plus. Vous n'êtes pas le représentant de l'État ici, Non, mais bon, tout, comme vous avez un peu chauffé, c'est normal, on vous répond. En termes, c'est intéressant l'individualisation. Moi, indépendamment de la question du financement, on voit bien qu'il y a un débat autour de. Est-ce qu'on prend les gens en masse ou est-ce qu'on prend les gens en chacun? On va pas faire un débat. Bien sûr qu'on va faire un débat, mais on va pas non plus s'accrocher. Oui, les contrats d'entreprise c'est bien, mais quand on quitte l'entreprise, c'est un peu moins bien. Ok, donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça a un coût. Et qu'il faut aussi penser qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer. Et que cela, il faut quand même qu'ils aient aussi une prévention, une éducation à la santé qui soit respectueuse. Donc, il y a une CMU. Que rien n'est parfait ici-bas. Je pense, pour répondre à votre question, je pense que on a aujourd'hui une réflexion qui est en train d'être menée. La crise sanitaire a accéléré cette réflexion-là, mais on a d'autres éléments. On a l'élément climatique, on a l'élément environnemental qui commence à effectivement émerger dans les réflexions sur l'action sociale et l'action sanitaire. Et qu'effectivement, on ne peut plus parler de santé sans accoler l'environnement, le travail, le bien-être, etc., etc. Et que le soin
en fait, n'est qu'une petite partie de ce grand de réflexion qu'il faut mener, qui est la santé de chaque individu. Et on voit bien que dans d'autres lieux, que ce soit au HCAM ou au Conseil économique, social et environnemental, on commence à réfléchir à ces nouvelles démarches qu'il faudra bien mener. Et encore une fois de plus, il faudra là aussi mener une vraie politique. Donc c'est quand même, on est dans un État relativement régalien, c'est la politique. D'ailleurs, petite parenthèse, le nouveau président du CESE vient des complémentaires. Oui, alors il n'a pas des assurances privées, mais enfin... c'est quand même le président de la mutualité. Enfin, il est encore, je crois. Il est encore un peu pour quelques jours. Voilà. Et, en tout cas, c'est pas un hasard s'il a été unanimement... Pour ne rien cacher, comme je vais mener mes liens d'intérêt, je fais partie de son groupe au CESE, au groupe qu'on a créé ensemble, Santé, Citoyenneté. Voilà. Donc, tout va bien. Donc, c'est preuve qu'on n'est pas aussi quand même opposé que ça. On peut réfléchir, on peut trouver des solutions. Et je crois que c'est en cette vision-là qu'il nous faut travailler. Et que on n'est pas simplement sur le côté rentabilité ou remboursement de tel ou tel médicament. Le système de remboursement ou de la fixation du prix en France est un peu différente que chez vous. D'ailleurs, vous n'y participez pas, vous, à la fixation des prix des médicaments. Ah ben nous, on n'est pas invités à la table. Hein, nous, on voilà. est maintenus dans une situation de payeur aveugle. Voilà, voyez, et en fait, tout ce que voyez, j'essaye de montrer là, c'est qu'en fait, on est acteur et on voudrait participer à la construction d'un nouveau système de santé. Nous aussi. Pour le bien-être nous aussi, on n'est de pas nos invités à la concitoyens. table du prix du Voilà. médicament. Hein. On n'est pas au CEPS, ils ne veulent pas. Donc, même comme vous voyez qu'on a des choses qui peuvent se rapprocher. Donc, mais cette réflexion, il va falloir la mener. Et assez rapidement aujourd'hui, c'est que de dire, c'est quoi la santé ? C'est quoi la prévention ? C'est quoi l'éducation à la santé ? Et que ça n'englobe pas simplement un accès aux soins, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est la santé environnementale, c'est la malbouffe, c'est le travail, etc., l'air, l'environnement. Donc on a à mener cette réflexion-là. Encore une fois, une volonté politique. Et ensuite, il faudra que les acteurs de la santé, et vous êtes des acteurs de la santé, prennent leur part du gâteau ou pas, mais enfin, bon, voilà, pour pouvoir effectivement assurer les objectifs. Encore une fois, cette crise sanitaire, sociale, économique et sociétale, me semble-t-il, que nous sommes en train de vivre, essayons d'en sortir par le haut et ne pas en sortir par le bas. Hélène, du point de vue d'Ethifarm, ça m'intéresse d'avoir votre regard aussi sur, en tant que, alors j'allais dire pourvoyeur de médicaments, c'est peut-être très réducteur précisément. Un peu, oui. C'était une petite provocation pour vous faire parler d'un spectre un peu plus large. Ouais. Bon, on va parler un peu cannabis aussi peut-être tout à l'heure. Cette acception plus large de la santé, est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est nouveau dans le débat public ? Est-ce que c'est nouveau chez vous d'ouvrir de nouveaux champs et de parler de santé, pas seulement pour les gens qui sont malades, mais parler de vivre en bonne santé et de vivre dans une forme de bien-être. Oui, c'est une tendance qui est pas récente, mais qui est vraiment en... Vous savez, nous les Français, on est un peu en retard, hein, donc... On a ce principe de précaution. Alors, quand quelque chose est nouveau, sexy, mais pas trop sûr, on prend beaucoup plus de temps à l'approuver. Et puis, des fois, ça a du bon aussi, hein, parce que je peux vous donner un peu mon senti sur l'expérimentation du cannabis en France. Je pense que l'agence a fait de très bonnes choses qui n'ont pas été faites ailleurs. Et en bout de ligne, à long terme, ça peut porter fruit. Par contre, pour revenir à votre question de base sur l'élargissement de l'offre, même au niveau des labos, il y a eu, à la fin des années 80, dans les débuts des années 2000, cette espèce de, on appelle ça en anglais le patent cliff, où est-ce que les grosses molécules qui rapportaient beaucoup au labo ont perdu leur brevet. Et ça a forcé les industriels à réfléchir sur, OK, on fait quoi maintenant que Viagra n'a plus de brevet, que Lipitor n'a plus de brevet et qui nous rapportait autant de milliards. Donc, ce n'est pas le cas d'Ethifarm, hein, pas du tout. Mais ça fait en sorte que ça a forcé les industriels à élargir, en fait, leur vision de soigner. Mais maintenant, en 2021, aussi, une vision beaucoup plus holistique de l'offre des soins de santé.
Vous savez, moi, ça fait depuis les années 90 que je travaille dans le pharma, peu importe en Amérique du Nord ou en Europe. Dans les années 90, le principe de base pour les régulateurs, c'était une molécule va targeter un récepteur pour traiter une maladie, puis on envoie ça, on soigne le plus de monde possible avec ça, ça fait de l'argent. Okay? Ça, c'était le principe qui a forgé l'émergence des grands labos pharmaceutiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, une compagnie comme Ethypharm, ce que nous, on fait, c'est qu'on se penche, on regarde un peu plus large que ce principe de base qui est désuet, okay? Mais qui est très confortable pour les régulateurs et pour les législateurs, puisqu'il a été tellement exploité et il est simple. C'est facile, c'est clair, les recherches sont clean. Quand on amène un produit comme le cannabis médical, qui a 250 molécules, qui target 2 récepteurs pour une multitude de maladies qu'on peut soulager et non soigner, on arrive avec un paradigme complètement différent. Et c'est des discussions d'éducation en tout premier lieu pour essayer de comprendre comment des produits comme ça peuvent aider à améliorer la qualité de vie des citoyens. Vous savez, on ne mesure plus la richesse d'une nation par son produit national brut. Maintenant, on mesure la richesse d'une nation par sa qualité de vie puis par le bonheur, qui ne se mesure pas vraiment, mais si vous allez, je suis certaine que dans cette salle, c'est une jeune audience, vous êtes assez au courant de ces nouvelles tendances, de comment on mesure en fait la richesse d'une nation. Et puis pour ce faire, il faut aller au-delà des paradigmes des années 90 et 2000, et les labos, c'est ce qu'on fait. Chez Ethypharm, on se penche sur des nouvelles façons d'approcher l'être humain qui est beaucoup plus holistique et générale. Moi, je suis à la tête d'une compagnie qui est une entité d'Ethypharm qui est Digital Thérapie. Alors là, on tombe dans un autre créneau, dans un monde où on pense qu'on va soigner les gens en leur offrant des thérapies digitales, mais complètement digitales. Et quand on en parle, on voit que les gens sont déstabilisés par ça, et bien sûr, ils le sont, et c'est déstabilisant, mais on est rendu là. Le défi là-dedans, ça prend du courage pour essayer d'amener ces solutions-là au gouvernement, aux payeurs, parce qu'il faut éduquer, il faut prouver, bien sûr. On n'amène pas des applications sexy sur le téléphone qui n'ont aucune étude clinique. Ce n'est pas ça du tout qu'on fait. On garde ce sérieux et cette rigueur d'évidence clinique, mais on élargit le spectre et on traite beaucoup plus, on pense beaucoup plus qu'une molécule avec un récepteur pour traiter une maladie, puis let's go, on met ça sur le marché. C'est plus comme ça du tout. Et chez Ethypharm, on prend une nouvelle approche c'est vraiment, nous, on pense que c'est la façon dont on peut contribuer à l'écosystème des soins de santé ici en Europe et peut-être plus loin, on verra. Mais on commence en France, en fait. Vous me permettez justement d'aborder la dernière partie un peu de cette discussion, c'est la question, alors, digitale, technologique, c'est surtout la question, on parlait de coûts, évidemment, d'optimisation des dépenses de santé, mais évidemment au-delà des solutions de santé issues de la technologie. Alors évidemment, comme vous le disiez, il y a encore 5-10 ans, on parlait beaucoup de tracking, on parlait d'automédication via des solutions numériques. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration, en particulier pendant la période qu'on vient de vivre, que ce qu'on appelle, excusez-moi pour mon accent, la health tech, la technologie de la santé, pouvait aussi venir un peu au secours d'un système peu habitué à innover, un peu lourd dans ses process. Comment vous voyez les choses tous les trois et peut-être aussi en raccrochant avec notre sujet, est-ce que, y a, sans vouloir apporter des éléments de réponse à votre place évidemment, mais est-ce qu'il y a davantage, allez, je vais dire encore un terme à la mode, d'agilité dans le secteur privé ou en tout cas non étatique en termes de santé digitale. Je sens que vous avez, Gérard, envie de répondre. Vous vous méfiez de ces vieilles lunes technologiques? C'est quoi le... Alors, je ne peux pas me méfier de cette évolution puisque je vis avec. Vous voyez, je vis avec des appareils et depuis des années et des années, j'ai des capteurs sur moi qui me donnent en permanence des données et avec lesquelles je peux effectivement, oui, on peut le dire,
négocier avec mon équipe de soignants qui me suit à distance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Donc, C'est quelque chose. On m'a toujours expliqué pendant des années et des années que ce n'était pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il fallait quand même que j'aille tous les 15 jours, toutes les 3 semaines à l'hôpital pour aller le voir, mon médecin, qui savait moins bien que moi, et qui sait toujours même bien que moi sur mon diabète. Il connaît peut-être le diabète mieux que moi, mais sur mon diabète, non. Ça, c'est clair. Et donc, il m'a fallu quand même y aller tous les 3 semaines pour lui expliquer. Bon, un jour, j'ai dit, vous avez été président hein, de l'association des... J'ai été pendant 15 ans à Manœuvre, à l'Association française diabétique. Et donc, voilà, on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Et puis, voilà, arrive une crise sanitaire, et en 8 jours, on met en place une plateforme qui recueille aujourd'hui plus de 3000 patients qu'on suit à distance. Mais bon, ça, alors c'est bien, ça c'est bien. Tant mieux, c'est bien, on a pu le faire en 8 jours. Mais ce qui est encore mieux, c'est que quand on fait une enquête de satisfaction, les patients sont contents. Ça, vous allez me dire, c'est normal. Ce qui est encore quand même la cerise sur le gâteau, c'est que les to-be sont contents. Ils trouvent que l'entretien, parce qu'on n'est plus dans la consultation là, ils trouvent que l'entretien est beaucoup plus riche, que ça discute davantage, on peut aller plus loin, etc., etc. Et donc, on voyait bien qu'on pouvait le faire. Enfin, on nous a toujours expliqué, alors, comme il n'y a pas de médecin ici, on ne va pas tout au moins représentatif. On est des bons experts de nous-mêmes Voilà. sans être des médecins officiels. Allez, on n'a qu'à le dire comme ça. Il y a encore quelques années, alors que j'étais encore à l'assurance maladie, on nous a toujours expliqué que la téléconsultation, c'était pas possible. Alors, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Puis voilà, nous avons fait 20 millions là, dans l'affaire de quelques mois. Donc, vous voyez que tout est possible. Et à la satisfaction relative des patients, mais aussi des médecins, on a trouvé un modèle économique. Même si, effectivement, tout n'est pas parfait, loin d'être parfait. Il faudra évaluer tout ça et on verra. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, que ce soit les biomédicaments ou autres, le numérique en santé, l'intelligence artificielle, permettent aujourd'hui des ouvertures de suivi, d'accompagnement, de prévention à la santé. On a aujourd'hui des montres, on peut calculer le pas, etc., etc., des balances, etc. On est sorti du gadget, hein, c'est ça que vous voulez dire. Oui, non, mais tout ça fait partie aujourd'hui des outils. Il faut les évaluer, il faut les certifier, il faut qu'effectivement ce ne soit pas tout et n'importe quoi. Mais je crois que voilà, là aussi, les acteurs de ce système de santé doivent se saisir effectivement de ces opportunités nouvelles pour pouvoir accompagner, éduquer l'ensemble de nos concitoyens, et surtout ceux qui ne sont pas malades, parce que ce qui est intéressant dans la santé, c'est de s'occuper de ceux qui ne sont pas malades. Donc je comprends, voilà pourquoi j'ai toujours un moment d'hésitation de dire les médecins qui soignent des malades, il faut qu'ils fassent de la prévention. Non, ils voient que les malades, ils ne voient pas des gens bien portants. Quand on est bien portant, on ne va pas voir un médecin, donc il faudrait peut-être trouver d'autres moyens. Mais bon, voilà, alors peut-être que voilà, vous avez peut-être un champ là, on ne sait jamais. Donc comment on peut développer, avec ces nouvelles technologies, voilà, des campagnes, mais tout le long de la vie, ce n'est même pas des campagnes, c'est une vraie politique d'accompagnement des personnes à un mieux-être, une meilleure santé, à conserver leur capital santé. Il y a une véritable, aujourd'hui, révolution dans toutes les technologies. Alors effectivement, notre système, y compris la fixation des prix et l'arrivée des médicaments chez nous en France, c'est quand même un peu obsolète, il est quand même un peu rigide, avec des hautes autorités de santé, des agences, etc. etc. C'est quand même compliqué. Il va falloir un peu assouplir tout ça. J'ai cru comprendre que le président de la République sortant nous avait fait un programme jusqu'en 2030. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais bon, la semaine dernière, il nous a présenté ça jusqu'en 2030 avec quand même une véritable volonté d'accélérer et de permettre effectivement qu'on retrouve une industrie française, européenne du médicament digne de ce nom, avec la possibilité d'avoir des médicaments assez rapidement pour pouvoir soigner les patients qui en ont le plus besoin. Donc, tout ça fait partie des bonnes intentions, puis après, comme le diable se cache dans les cloisons, il faudra faire attention à comment les choses vont se passer. Mais on a tous, et nous patients, et vous, j'allais dire industriels, mais assureurs, à avoir une chance inouïe dans cette période-là, où tout est à reconstruire, tout est à innover, et certainement, il y a de la place, évidemment, pour toutes les initiatives, à condition qu'elles soient dans un cadre, ça c'est notre position à nous, qu'elles soient dans un cadre réglementaire, bien transparent,
bien clair. Et ce cadre doit être effectivement édité par l'État. C'est très clair. Florence, on a souvent dit, à raison sans doute, que la crise actuelle avait permis d'accélérer, hein, c'est un peu le grand terme, tout un tas d'innovations. Comment les compagnies d'assurance, comment les acteurs privés des complémentaires ont-elles accompagné ce mouvement d'accélération, et est-ce qu'il y a des choses, comme on vient de le dire, qui ont émergé dans la période qui auraient mis des années avant à voir le jour? Je vais revenir sur l'exemple de la téléconsultation. Nous, on a essayé de promouvoir la téléconsultation. On l'a proposé à l'assurance maladie, on l'a financé par les complémentaires. Et en fait, avant la crise Covid, quand la téléconsultation n'était pas faite par le médecin référent, eh bien, la sécurité sociale ne voulait pas en entendre parler, ce qui est un non-sens, puisque précisément, si le médecin référent il a le temps de vous recevoir, ce n'est pas la peine de faire une téléconsultation. Donc l'intérêt, c'est au contraire d'aller chercher des ressources médicales qui ne sont peut-être pas présentes sur le territoire, mais qui sont présentes à distance. Donc oui, ça c'est très bien, parce que du coup, là, ils se sont mis à rembourser, d'ailleurs même à notre place, pas pourquoi, mais enfin bon, ils ont décidé de les rembourser eux-mêmes. C'était quand même couvert. Oui, avec notre argent, ils sont très très généreux. Donc bon, très bien. Je voudrais rappeler qu'on a, parce qu'après il y a Vous voulez dire que tout ça a été financé avec la taxe de 15%, c'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas, de toute façon, je pense qu'elle ne suffit pas à combler tout le trou. Elle était supposée être éphémère. Hein. Nous, de toute façon, on est très intéressés par l'innovation en santé. D'ailleurs, tous les innovateurs viennent nous voir parce qu'ils cherchent des financements, et très souvent, on répond présent. Mais surtout, ce qui est important, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, mais là, ce que je voudrais dire, c'est ce qui est important, c'est que tout ce qu'il y a de prodigieux qui est en train de se passer dans le domaine digital, mais dans le domaine du médicament, des thérapies géniques. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on donne accès aux gens à ces innovations? Et là, il y a un vrai sujet, malheureusement aussi financier. Je voudrais rappeler que la chirurgie de la myopie, les implants dentaires, etc., bon, aujourd'hui, ce n'est pas du tout vu comme innovant, mais sauf qu'on y a accès si on a une complémentaire santé. Si on et une bonne. Et plutôt une bonne, exactement. Donc, il y a effectivement des avancées qui nous font rêver. Hein. Il y a... dans la pharma, d'après ce que j'ai compris, des molécules en préparation qui vont peut-être soigner le diabète demain, donc remplacer des ALD pendant toute la vie par effectivement un traitement, mais une molécule qui va coûter 100 ou 120 000 euros. Et ça, la Sécu, dans une vision comptable annuelle, ça passe pas. Donc on a d'énormes défis devant nous, et nous, on est prêt à discuter, parce qu'effectivement, je crois qu'en termes de bien-être, évidemment, ça ne se discute pas, mais même en termes financiers, je pense que ça ne se discute pas non plus. Donc il faut vraiment mettre tous les acteurs autour de la table pour savoir comment on promeut et comment on donne accès. Alors dans la promotion, nous, on a un rôle très particulier, parce que, avec les primes, hein, les cotisations des assurés, et pas qu'en assurance maladie d'ailleurs, bon, ces fonds sont placés pendant un certain nombre d'années, et ça nous permet de financer, par exemple, l'innovation dans la tech. Hein. On est les principaux investisseurs de l'initiative TIBI, hein, en France, il y a un peu plus d'un an, sur la tech française, et en particulier la biotech. On a fait un point encore récemment. On a nous-mêmes lancé un grand programme de financement de la relance durable. On a alloué 800 millions au seul secteur de la santé pour promouvoir l'innovation, pour essayer de reconstruire une forme de souveraineté nationale en santé, parce qu'on a bien vu en 2020 à quel point notre situation était dramatique de ce point de vue. Et pour ce faire, vous voyez, on s'est fait aider par un conseil scientifique, donc que des grands scientifiques, qui étaient là pour nous aider à détecter les bonnes tendances. Et donc je pense qu'effectivement, c'est en agissant tous ensemble, en mettant autour de la table l'humain, donc, et pas que les patients, effectivement, je dirais l'humain dans sa diversité, les innovateurs, que ce soit dans la pharma, dans le digital ou ailleurs, les financeurs et les acteurs, parce qu'on n'est pas que financeurs, vous avez eu la gentillesse de le dire, on est vraiment acteurs, et avec tous ces partenaires, et bien entendu sous l'égide de l'État, hein, qui revient de déterminer les politiques de santé, mais dans la mise en œuvre des politiques, je pense que là, on a vraiment un rôle à jouer. En tout cas, on a envie de le faire. J'ai une dernière question avant de vous laisser la parole aux uns et aux autres, et peut-être c'est à vous que je vais la poser. Hélène, j'ai l'impression que ce autour de la table,
et une vraie frustration. Il y a pas de table. Il y a des petites tables comme celle-ci, mais il n'y a pas des grandes tables. Et j'ai le sentiment que si on n'était pas, alors je dis pas ça pour nous jeter à nous-mêmes des fleurs, c'est pas la question, mais que bon, il y a un manque de dialogue dans ce pays, alors qu'on a le sentiment quand on est comme moi, quand on voit les choses comme ça de loin, on a le sentiment que entre les Ségur et le CESE, et qu'il y a tout un tas d'instances, mais que finalement, quand on passe aux choses sérieuses, bof. Tout à fait. Et vous-même, est-ce que vous avez cette frustration de ne pas être invité à la table des débats? Ben là, C'est pas une question que je comptais vous poser, mais je suis très surpris, je dois dire, Non, mais par ce que j'entends. je pense que, comme vous dites, il y a tellement un fractionnement, il y a tellement d'acteurs impliqués aussi sur la question que ça devient difficile d'avoir une voix à certains moments sur un sujet particulier. Et il y a aussi ce qui se publie dans les médias. Il y a aussi l'avènement des médias sociaux qui amènent une certaine, des fois un certain degré de pollution sur le discours. Parce que il y a toutes sortes d'algorithmes qui font en sorte que un émetteur et un récepteur vont toujours voir les mêmes messages par rapport à leur profil. Et ça, en fait, ça enlève un peu cette richesse d'expression et de dire, ben oui, c'est vrai qu'il y a plein de petites tables. En fait, chaque téléphone est une petite table. C'est maintenant où on en est. Donc, c'est difficile de trouver une cohésion sur le discours dans notre société où chacun a une voix, puis ça a du bon. Puis en même temps, c'est difficile de trouver les tendances. Donc, est-ce que c'est une frustration? Moi, je pense que c'est une réalité avec laquelle on doit vivre maintenant et d'être bien capable de gérer tout ce flot d'informations. Et quand on a un message à faire passer, de bien réfléchir à comment on va le faire passer et à qui on doit parler. Où est l'intérêt général dans tout ça? Où est-ce que vous le voyez? L'intérêt général, il est quand même incarné par beaucoup d'acteurs. Ce monde de la santé, il a ce site particulier que chacun a sa vision, mais chacun porte en lui, quelque part, l'intérêt général. Gérard? Une partie, donc je pense que on l'a dit, on a vanté quand même les mérites de ce système de santé. Ce système de santé a une autre caractéristique, c'est qu'il est totalement cloisonné. Il est très corporatiste et totalement cloisonné. Et donc, on ne discute pas. L'assurance maladie a imposé que ce soit le médecin traitant qui fasse la télémédecine. Oui, mais je ne suis pas sûr que les médecins, dans les négociations conventionnelles, n'ont pas imposé à l'assurance maladie cette position-là. Donc, voilà. Donc, bien. Enfin, je suis sûr du contraire. Donc, on voit bien que ce pays est totalement cloisonné et qu'on est dans un corporatisme exacerbé. Faisons en sorte peut-être que voilà, ce moment de réflexion aujourd'hui va faire tomber peut-être quelques cloisons, pas toutes certainement, mais certainement quelques cloisons. On a senti, voilà, dans une volonté politique d'accélérer le numérique en santé véritablement. Le président de la République, l'accélération aussi sur les médicaments et l'accès aux médicaments, sur l'industrie santé. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté de faire tomber quelques cloisons. Profitons-en, essayons, malgré nos divergences, nos différences de vues, d'essayer de mettre des tables un peu plus grandes, sans vouloir faire des Grenelles, mais essayons, par affinité ou par discussion, essayer d'apporter des propositions un peu plus concrètes pour le bien de tous. Mais vous avez raison, tous on défend le bien de tout le monde. Chacun avec sa vision, effectivement, mais on défend tous le bien. Et je pense que c'est l'addition de ces bonnes volontés, en faisant quelques concessions les uns et les autres, voilà, que nous arriverons certainement à recréer une dynamique de confiance de nos concitoyens vis-à-vis du système de santé et des acteurs de ce système de santé. En tout cas, la volonté est là. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des micros qui... Oh, formidable. C'est vraiment un très bel endroit, très bien tenu. La parole est libre. Hein. Donc, vous pouvez poser vos questions. Peut-être aussi émettre... vous avez le droit aussi d'émettre une opinion. Hein, comme sur France Inter le matin.
on a effectivement une fonction sur notre site qui nous permet de poser des questions en amont. Il y avait une question pour vous, Gérard. Y a-t-il une voie pour la décroissance de la santé, un sujet encore à la mode? On assiste à une sorte de surenchère des frais. Je ne vais pas consulter mes 85 associations membres pour leur demander et répondre. Donc, c'est Gérard Raymond qui va répondre. Oui. Et si vous publiez ça, ok. Non, moi je n'y crois absolument pas. Ça, Je ne crois plus pas à la plus on va et décroissance. plus on... Écoutez, alors on va un peu se détendre. Il y a quelques mois, à l'Assemblée nationale, il y a eu une idée géniale, c'est de constituer un conseil citoyen pour l'environnement, qui a beaucoup travaillé, des gens très, très, très pertinents, et dont une résolution était il faut fermer Airbus. Il ne faut plus fabriquer en France des avions. Il faut fermer Airbus. Et donc, j'ai été dans ce groupe de travail, et de façon tout à fait sérieuse. Hein. On nous a démontré qu'il fallait fermer Airbus. Et à mon accent, vous comprenez que je viens du nord des Pyrénées. Et donc, j'ai dit aux deux personnes qui portaient cette recommandation-là, ben, écoutez, je comprends très bien. Je vais aller chercher mon Mérès, qui est un cheval originaire des Pyrénées, prendre ma calèche, je vais monter tous les lundis matins voilà, à Paris. Maintenant, je serai en retard au rendez-vous, quoi. Ça ne va pas le faire. Je pense qu'il faut faire attention. Moi, je crois qu'au contraire, on peut très bien aujourd'hui, dans ce nouvelle conscience que notre terre, l'environnement, l'écologie, etc., prendre soin de l'ensemble des êtres humains et des végétaux qui sont sur cette terre-là, je pense qu'on doit au contraire plutôt aller de l'avant que de revenir en arrière. Et donc, je ne pense pas du tout à la décroissance, y compris en matière de santé. Sous-entendu, les coûts vont augmenter. Mais y compris les coûts vont augmenter. Donc, il va nous falloir trouver un nouveau modèle économique. D'accord. Et que peut-être ce système qui est aujourd'hui extrêmement dispendieux par des rémunérations à l'acte, par des T2A, par d'autres systèmes, on peut peut-être essayer de le trouver un peu plus pertinent avec un autre système. Là aussi, il faudra que chacun fasse peut-être un petit effort, y compris les citoyens. Vous savez, on a fait une enquête, les citoyens sont prêts à payer un peu plus pour leur santé. Même si aujourd'hui, on est à 11-12% du PIB. Mais sauf qu'il va vouloir quand même exiger... Il faut le service qui va avec, bien sûr. Ben oui, forcément. Ben oui, quand même. Et avoir un droit de regard et d'évaluation. Ça, on n'en a pas parlé, mais non. Je pense que l'évaluation dans ce pays, qui est un mot tabou sur lequel on ne parle pas, il va bien falloir à un moment donné quand même évaluer tout ce qui se met en place, mais d'une façon en vie réelle, pas simplement les moyens, les objectifs et les résultats. Et certainement peut-être aussi avoir un pourcentage de la rémunération au résultat. Vous allez dire ça aux professionnels de santé. On va transformer notre médecin en chauffeur Uber, on va le noter comme... Comment ça se passe? Ah, une question au premier rang. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Élise Van Gastel, je travaille chez Covea. Et j'avais une question pour vous. Tout à l'heure, on parlait d'échéances politiques. D'après vous, quelles mesures phares pourrait donc y avoir grâce à vos yeux pour justement, parce qu'on parlait de cloison, de toutes ces, comment dire, de ce dialogue qui ne s'opère pas aujourd'hui. Pour vous, quelle est une mesure phare qui pourrait donc vraiment emblématique? Soyez patiente, attendez encore quelques semaines, voire quelques mois, et vous aurez la plateforme de France Asso Santé auprès des... Non, ça, c'est pas une réponse. Ça. Non, certainement que le socle de notre plateforme passera par la réorganisation des soins de premier recours ou de la santé du premier recours sur les territoires. Et qu'une des propositions que nous ferons sera de mettre tous les acteurs sur un territoire donné, y compris les politiques d'ailleurs, parce que ça fait partie aussi de l'aménagement du territoire, autour d'une table, pour véritablement entendre les doléances, les attentes et les besoins d'une population et essayer de trouver des solutions appropriées à ces besoins de cette population-là, y compris avec les moyens modernes, téléconsultations, etc. Et je pense que ce sera un des piliers de nos revendications, c'est puisqu'on parle de participation citoyenne, puisqu'on parle de démocratie, etc., eh bien peut-être que par
le système de santé, où chacun d'entre nous avons démontré qu'on était quand même relativement attachés à notre santé, parce que quand on nous a dit de nous confiner, on est tous rentrés et on a bien verrouillé, hein, alors qu'on est quand même un peu fraudeur, on aime bien se disputer, de ne pas obéir, là on l'a fait. Donc on a bien montré que notre santé, à chacun d'entre nous, était quelque chose sur lequel on avait quand même envie de participer et de faire quelque chose. Environnement, politique ou autre, c'est notre sujet. Et donc, pour nous, notre socle, certainement, de notre plateforme, portera sur comment on organise la santé sur un territoire en faisant participer l'ensemble des acteurs et des personnes qui vivent sur ce territoire-là. Je vais me permettre de poser la même question à Hélène. Vous disiez en introduction tout à l'heure qu'il y avait la Hélène de Etifarm et puis il y avait la Hélène mère de famille. Si vous deviez répondre à cette question sur une mesure, d'abord, qui d'entre vous deux, entre la Hélène pro et la Hélène perso, aurait envie de répondre à cette question? Je pense que c'est la pro parce que j'ai un exemple en tête qui m'est venu quand vous avez posé votre question. Je ne suis nulle en politique française, ça je peux vous le dire, parce qu'après 4 ans, et j'ai imprimé l'hémicycle, j'ai essayé de comprendre qui venait d'où, je n'ai pas encore réussi. Alors, je me suis dit, peut-être que je serais mieux de passer à un autre sujet. Mais en ce qui concerne votre question, et ce que je vois, bon, il y a les présidentielles qui arrivent et à chaque fois, on a des grands thèmes qui se développent qui vont peut-être émerger à des actions ou non, tout dépendant de l'issue de l'élection. Mais ça, on le sent aussi comme industriel. Hein? Et puis, là, ce qu'on voit actuellement, et je pense qu'il va opérer un changement fondamental, non seulement en France, mais dans plusieurs des grands systèmes de santé, c'est l'arrivée de plusieurs phénomènes en même temps. Bon, la pandémie, qu'est-ce que ça fait? Ça a complètement chamboulé tout le monde du système de santé. Ça a permis, en fait, aussi la montée en puissance des innovations, du digital. Et ce que ça fait, vous avez vu, hein, vous en avez parlé de la fameuse annonce de Macron, Innovation Santé 2030, mais comme nous, on est impliqués dans le digital, on commence à voir que l'écosystème met des actions en place pour promouvoir cette effervescence de l'acceptation du digital dans le système de santé français. Il y a vraiment une volonté qui est là et ça se traduit par des actions. On les voit, on les sent. Et moi, je pense que ce qui va arriver avec tout ça, c'est qu'il va y avoir du sang nouveau qui va arriver au sein des gouvernements. Ça va se renouveler. Il y a une nouvelle génération qui va faire en sorte que cette tendance va peut-être se manifester en action tangible, en changement, je l'espère, pour les Français. Et tout ça combiné à la nouvelle génération, puis j'aime pas bien le mot patient, mais on va le dire, la nouvelle génération de patients qui est, moi je suis une génération X, on vient tout de suite après les baby boomers, on était pris en sandwich entre les baby boomers et la nouvelle génération qui sont tellement plus éduqués sur leur santé, la prévention, ce qu'ils mangent, l'air qu'ils respirent. Et tout ça mis ensemble, moi je pense que ça va formuler un changement très, très important à cause aussi de l'espèce de déclencheur pandémique qui peut-être va avoir un petit peu de bon en bout de ligne sur l'acceptation de nouvelles innovations dans votre système de santé. Pour quelqu'un qui connaît mal la politique française, vous avez un discours qui J'ai pas parlé de politique. Hein. Eh ben, c'est ça la question. Florence, une mesure pour ce qui vous concerne? Oui, moi j'ai envie de reprendre ce que disait Gérard, c'est transparence et évaluation. Parce qu'en fait, le système... On lance des trucs comme ça et puis derrière on... Non, on lance pas des trucs parce que nous on va travailler mais pas sur vous, cette question. le pays. Non, mais oui, mais nous on peut contribuer. Après, quand on lance une idée, il faut quand même l'alimenter. Donc effectivement, d'abord faut travailler, il faut avoir un peu de standard pour faire de l'évaluation. Il y a plein de pays qui en font, donc c'est pas la peine de réinventer. Hein. Il faut aller regarder ce qui se fait ailleurs pour l'adapter. Et puis ensuite, se soumettre, en tout cas, qu'il y ait des bouts du système de santé, des bouts dans lesquels peut-être nous on est impliqués, comme ça, qui pourraient commencer déjà à faire cette démonstration, cette preuve de concept, comme on dit, sur l'évaluation. Et surtout, une fois qu'on a évalué, il faut rendre ça transparent, parce que c'est comme ça aussi qu'on va lutter contre les inégalités dans l'accès au système de soins. On a dit qu'il était touffu, qu'il fallait aider les gens. Bon, nous, on fait ce qu'on peut, mais effectivement, le mieux, ce serait d'avoir une évaluation transparente
Et puis ensuite, chacun se déterminera. Et puis, il faudrait aussi que les financements, qu'ils soient publics ou privés, comme vous le disiez, pour les acteurs, pour tous ces acteurs dans le monde de la santé, soient reliés d'une façon ou d'une autre à ce process d'évaluation transparente. Mais on vit quelques révolutions à ce niveau-là à l'heure actuelle. Alors que nous, en tant qu'association d'usagers de la santé, citoyens et tout, on réclamait des études de qualité de vie, pas simplement les études cliniques, mais la qualité de vie sur les médicaments, sur les dispositifs médicaux, sur les organisations de soins. On nous a toujours dit, passé, il n'y a rien à voir. Et puis tout d'un coup, là, depuis 6 mois, on nous demande de faire ça. Donc bon, alors après, certaines associations ont des outils, elles sont rares, très rares. D'autres, bon, on va essayer de répondre à ça, mais il y a une véritable révolution. Regardez, l'accès précoce, aujourd'hui, qui a été confié à la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé exige, au-delà des études cliniques des industriels, des études en qualité de vie faites par des structures indépendantes. Si c'est l'industriel qui fait des études de qualité de vie, ça ne va pas trouver le faire. Donc, pour le moment, c'est ça, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais peut-être que les associations de patients pourraient le faire. Donc, il va falloir quand même nous aider pour pouvoir les trouver, pour pouvoir trouver la méthode. Ouais. Mais vous le dites, il y a plein de pays qui ont des PROM, enfin, PROM et PREMS. Nous, en France, on nous a toujours dit, c'est une vue de l'étudier, en France, c'est pas possible. Voilà, on va récupérer tout ça, on va voir sur certaines pathologies, comment on peut avancer. Il se passe des choses intéressantes quand même. Ça bouge. Très intéressantes. Ça bouge. Oui, ça bouge. Alors, il faut profiter. On a réussi dans ce système un peu monolithique, là, très dur, de pousser un petit peu. Peut-être que la crise nous a permis un peu de bouger. À nous, évidemment, de continuer à accélérer pour arriver véritablement à le mettre agile et dynamique. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question ? Merci. J'avais une réflexion par rapport à la thématique. Donc, faut-il se passer des complémentaires santé ? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude de ce qu'on pourrait appeler la privatisation de la santé et de ce qu'on peut voir notamment à l'étranger, qui ne plaide pas donc en faveur donc de l'action des acteurs privés. On a vu quand même beaucoup de choses qui font très peur quand on voit aux États-Unis le système de santé, où on a vu, je ne sais pas si vous avez vu ces images qui sont très choquantes dans les gymnases, où une fois par an, des médecins bénévoles viennent enlever les caries, arracher les dents, etc. Ou vous allez tout simplement, vous allez en Suisse, j'ai un exemple récent, quelqu'un qui se blesse, voilà, le médecin, avant de prendre le scalpel, il attend d'avoir le virement sur le compte. Sinon, voilà, il ne se passe rien. Donc on a quand même ces exemples à l'étranger qui font très très peur sur le fait de laisser s'échapper la santé dans le domaine privé, avec toutes les dérives qu'on peut voir. Alors, des choses qui se passent très bien, et puis des choses qui se passent très mal dès lors qu'on sort, qu'on sort un petit peu des clous, dès lors qu'on n'a plus son assurance privée. Voilà, même aux États-Unis, si vous vous faites opérer dans tel hôpital, ça se passe bien, vous êtes couvert par votre complémentaire, vous vous déplacez dans un autre État, vous avez des coûts qui sont totalement prohibitifs. Alors j'ai l'impression que ça, c'est un peu un épouvantail et que ça fait très, très peur, en fait, au fait de laisser une place aux acteurs privés dans la santé. Vous vous sentez stigmatisé, si je résume, avec une boîte de Pandore qu'on ouvrirait et qui laisserait libre cours à une privatisation de la santé, la carte bleue avant la carte vitale ? Non, je crois que vous avez fait référence aux valeurs fondamentales de notre société. Je crois qu'on en est très très loin et on ne le souhaite pas. Enfin, c'est pas ce qu'on souhaite. Simplement, nous, on veut contribuer à la hauteur de ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, on est des professionnels de l'organisation des soins. Par nos assisteurs qui vous assistent si vous avez un problème de santé dans le monde entier. Donc on connaît, on sait se mouvoir, on sait évaluer tous les systèmes de santé dans le monde. Donc je dirais, on a envie de promouvoir, de dire mais il y a des solutions qui marchent ailleurs. Si ça marche ailleurs, ça pourrait peut-être nous aider à résoudre un certain nombre des problèmes qu'on a devant nous et qu'on a d'ailleurs évoqués tous ensemble dans cette table ronde. Mais on ne revendique absolument pas la disparition de la sécurité sociale. Je crois que le thème de la table ronde, c'est est-ce qu'il faut éjecter les complémentaires santé. Donc là, effectivement, on dit non. Mais en revanche, remplacer ce socle de solidarité nationale, certainement pas. Mais je pense qu'il y a de la place
pour tout le monde. Il y a aussi des risques très particuliers. Si je pense à l'optique, vous avez dit, bon, les complémentaires, elles ne font pas grand-chose. Mais en fait, en optique, elles font quand même 70% des remboursements. Quand la Sécu veut rester dans le jeu avec 3 centimes de remboursés par verre et par monture, est-ce que ça correspond à quelque chose? Oh, ça peut monter jusqu'à 8 euros parfois. Hein. Donc, Ouais. ouais, mais, non, mais, oui, mais je veux dire, est-ce que J'aime bien le on. est-ce que c'est ce qu'on doit attendre de la sécurité sociale? Je crois que dans les évolutions qu'on appelle tous de nos voeux, il y a effectivement qui peut faire quoi, qui doit faire quoi, et je pense que l'État, il doit, comme sur toutes les politiques publiques, il doit être stratège, il doit être pilote, et puis après, il doit aussi faire confiance aux acteurs publics, aux acteurs privés, mais il doit les évaluer. Il doit passer des contrats avec eux en fonction de sa stratégie. Il pilote, il contractualise, il évalue, et puis s'il n'est pas content, il change d'acteur après. Tout à fait. Moi, c'est ça le monde que je vois. Et dans ce cadre-là, je pense que chacun a sa place et je pense qu'on aura progressé et amélioré la qualité de vie des Français. Oui, non, je pense que... Gérard voulait absolument le mot de la fin. Je Là. dois se faire peur. Non, oui, oui. Attendez. Si l'assurance maladie avait fait tout bien, on n'aurait plus de débat. Bien sûr. Voilà. Alors après, les raisons, je ne les connais pas, peu importe. Mais effectivement, l'assurance maladie a abandonné certains secteurs, particulièrement, évidemment. Voilà. Les yeux, le problème des yeux et des lunettes. Bon, voilà, c'est comme ça. Effectivement. Maintenant, Oui, c'est pas comme si les gens portaient pas tous des lunettes de nos jours. Mais on va pas remettre 100 balles dans la machine. Là, voilà, aujourd'hui, Bon, encore une fois, ce schéma-là que vous dites et qui nous fait peur, et sur lequel, évidemment, on va se battre. D'ailleurs, bon, je l'ai évoqué, la campagne de 2017, où le candidat avait parlé de gros risques pour la solidarité nationale et les petits risques. Et on avait cru comprendre qu'effectivement, vous voulez toujours pas dire son nom. Les gros risques allaient devenir de plus en plus petits, et voilà, et qu'on allait peut-être un peu basculer vers ça. Bon, ça fait assez long feu. Je pense que voilà, non, y compris d'ailleurs, personne vous avez compris que je ne suis pas pour entonner les chants d'une assurance universelle étatisée. Enfin, entre nous soit dit, je veux bien qu'aujourd'hui l'assurance maladie ne soit pas étatisée, mais tout de même. On n'arrive pas à savoir si vous voulez finir sur une note hyper centriste ou si vous voulez vous radicaliser. Alors, je vais clore le débat, ça tombe bien. Il n'empêche que c'est un combiné des deux, un État qui définit les règles, comme vous l'avez dit. Justement, Gérard, c'est la question que je voulais poser à l'assistance. Déjà, je voulais remercier quand même tous les trois parce que ça fait beaucoup de bien d'avoir un débat, même si pour des raisons sanitaires, on est séparés par un plexiglas. Donc, je précise pour celles et ceux qui nous regarderont d'ailleurs plus tard, nous ne portons pas de masque, nous sommes des privilégiés au regard de notre assistance qui doit se trouver au minimum à 4 mètres. A priori, les gestes barrières ont été respectés. Je crois qu'on est tous vaccinés, hein, en plus. Donc, il n'y a pas d'antivax à cette table ronde. Dans le monde post-Covid, je croise les doigts et je ne voudrais pas me mettre l'œil. On essaye de répondre aux questions qu'on pose dans les tables rondes. Moi, j'ai animé pas mal de tables rondes où à la fin, il y avait une main qui se levait et qui disait « Mais alors finalement, on n'a pas répondu à la question au bout d'1 heure et demie. » Donc là, je vais vous la poser, cette question. Alors, même si on a eu une sorte de sortie centriste de la part de Gérard Raymond, mais de vous-même aussi, Florence. Prenez Slido. C'est la dernière fois de la soirée que je vous mets à contribution. Vous allez voir que la question a été posée par des gens qui ne sont pas des scientifiques et qui sont, un peu de mauvaise foi. En tout cas, dans les libellés. Mais ça m'intéresse quand même d'avoir votre ressenti et de tester votre pouls. Donc, sur slido.com, faut-il donc se passer des complémentaires santé ? Oui. Réponse A. Oui, elles s'enrichissent sur le dos de la collectivité. Non. Réponse B. Elles font le job que la Sécu ne sait pas faire. Réponse C. Oui et non. Le mix est la garantie du modèle social français. Alors moi-même, là, pour le coup, je ne sais pas du tout quoi voter. Allez. Eh bien...
à 59%, c'est oui et non. Car le mix est nécessaire. C'est là en même temps, 60%, on est à peu près dans l'étiage. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse 2. C'est non. Elles font le job, donc à 31%. Et seuls 10% d'entre vous ont voté oui, elles s'enrichissent sur le dos de la collectivité. Je reconnais que le libellé était un peu malhonnête. Vous nous connaissez, nous les journalistes, on aime bien tordre un peu la réalité. En tout cas, vraiment, encore une fois, merci à tous les trois. C'était très agréable, merci à vous tous. en tout cas pour ce qui me Merci. concerne. Merci. Merci.